On reprend nos marques tout doucement pour ce forum Sport, Emploi, Formation au Carré Neuf à Redon, organisé par le GESPER. On va s'installer pour la deuxième table ronde dédiée au sport et au handicap. Vous pouvez nous rejoindre côté amphi pour découvrir nos spécialistes du sujet. On va démarrer en même temps que vous vous installez. Dans cette table ronde, on va parler donc de sport et de handicap parce que le sport n'est pas réservé uniquement aux personnes valides. Il y a aussi la pratique du handisport, d'une activité physique et sportive adaptée aux personnes souffrant d'un handicap physique ou même mental, qui s'est démocratisée avec la création des Jeux paralympiques en 1948 dans un hôpital militaire du nord de Londres. Un médecin cherchait un moyen d'accélérer le rétablissement de ces patients qui étaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient blessés ou mutilés, et il a créé finalement les premiers Jeux paralympiques. Pour cette table ronde, les experts du handisport sont à mes côtés et du sport adapté. Il y a Quentin Chillet, référent logistique équipe de France handisport pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 et fondateur de Handicapez-nous à Redon. Pour cette première table ronde ensemble, on va parler surtout de Handicapez-nous, puisque tout à l'heure, on se retrouve à 16h pour la deuxième table ronde sur les Jeux olympiques et les paralympiques. Michel Béranger, référent pôle handisport Racing Club Nantais, et Cléo Renou, nageuse sportive de haut niveau en paranatation adaptée à Redon. Merci tous les trois d'avoir répondu présent à cette invitation. Quentin, vous avez fondé en septembre 2023 Handicapez-nous à Redon, une entreprise qui œuvre pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Et donc qui œuvre pour l'intégration des personnes en situation de handicap par l'emploi, par le biais d'actions de sensibilisation auprès des dirigeants, des managers et des salariés, avec des mises en situation de handicap visuel, surdité ou motricité. Alors d'abord, c'est quoi le but d'une telle sensibilisation auprès des entreprises et des travailleurs ? Et en fait, en France, il y a une obligation légale, c'est-à-dire toutes les entreprises de plus de 20 salariés, elles doivent avoir dans leurs effectifs 6% de travailleurs reconnus en situation de handicap. Et en fait, en France, malheureusement, il n'y a que seulement 10% des entreprises qui atteignent ce chiffre. Donc ça veut dire qu'il y a 90% des entreprises qui sont hors du cadre réglementaire. Donc, ça veut dire qu'elles n'emploient pas de personnes en situation de handicap ou qu'elles ne compensent pas ce manque d'emploi ? Oui, c'est ça. Donc, elles n'emploient pas. Alors, il y a différentes raisons pour ça. Souvent, c'est qu'elles n'ont pas forcément de candidats ou de profil à l'instant T, à un moment d'une ouverture de poste, par exemple. Mais il y a aussi, il faut savoir, il y a beaucoup de personnes, puisque 80% des handicaps sont invisibles, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont déjà en poste dans une entreprise, dans une collectivité, qui peuvent avoir une situation ou une déficience, une problématique de santé, qui ouvre droit à une RQTH. Alors une RQTH, c'est une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Donc ça, c'est qui permet de rentrer dans ces fameux 6% en fait. Tout à fait. Et ça, donc, pour faire un dossier, c'est la MDPH qui le délivre. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir une discopathie, qui peuvent avoir été opérées des épaules, qui peuvent avoir un burn-out, qui peuvent avoir du diabète, qui peuvent avoir eu des TMS. En fait, tout dépend de la problématique de santé et du poste de la tâche qui est à réaliser. Tout à fait. Donc, finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des personnes qui pourraient prétendre à une RQTH, qui ne le savent pas. Et la personne n'ose pas forcément le dire, puisque ça peut être aussi un sujet tabou, ça touche aussi à l'estime de soi. Oui, puis à la vie privée aussi de la personne. Ouais. Donc c'est vrai qu'avec Handicapez-nous, moi je peux faire des interventions du coup sur le handicap, pour sensibiliser. Et du coup, ça permet de parler du handicap dans l'entreprise de manière un peu ludique, différente, de l'aborder sur le thème des capacités et non des incapacités. Et tout ça, déjà en interne, ça permet de changer le regard sur le handicap. Et du coup, après, les personnes, elles disent, moi, finalement, j'ai une problématique, je veux bien que vous m'accompagniez pour réaliser ce dossier. Et finalement, toutes ces actions mises bout à bout, comme l'accompagnement de l'entreprise pour le recrutement de salariés en situation de handicap, l'adaptation des postes, fait qu'au final, on peut arriver aux 6%, on peut arriver même à 8%. On peut augmenter ce taux et être tout à fait... En plus, ça répond aujourd'hui à une vraie politique de responsabilité sociétale, la RSE. Oui, tout à fait.
Ouais. C'est vrai que la RSE, alors elle a été obligatoire depuis le 1er janvier 2024, il faut le savoir. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire qu'au-delà d'une activité de production d'un bien ou d'un service, les activités, elles ont une responsabilité sociétale. Donc c'est quelque chose qui est assez large. On en parle beaucoup dans le champ de l'environnement, de l'écologie, du développement durable de l'environnement, effectivement. Mais il y a un volet important qui concerne l'inclusion, mais aussi la mixité au travail. Et dans ce volet inclusion, effectivement, le handicap et la différence, on est en plein dedans, en fait. Et alors, on a des petits slides sur les différents types de handicap qu'on peut retrouver. Oui, tout à fait. Je crois que c'est la petite zapette, elle est là. On est en autonomie. Si ça marche. Ça marchait tout à l'heure. Ça marche toujours avant. C'est peut-être parce que c'est resté un petit moment inactif, je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Donc c'est vrai qu'une première slide, là, c'était l'accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs. Alors c'est vrai que quand on parle de handicap, souvent c'est une notion assez large. Les gens vont penser tout de suite à une personne en fauteuil. Alors qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est un handicap visible pour le coup. Tout à fait. Il y a beaucoup de situations de handicap, comme je le disais tout à l'heure, qui sont invisibles. Et en fait, quand on parle de handicap, alors on peut les regrouper plus ou moins en grandes familles. Là, par exemple, j'ai parlé du handicap mental et de la déficience intellectuelle. Donc, c'est des personnes qui ont un retard mental qu'on peut évaluer avec le QI, le quotient intellectuel. Et par exemple, pour intégrer la Fédération française du sport adapté, donc il y a une délégation du ministère des Sports pour organiser la pratique sportive pour les personnes déficientes intellectuelles, et notamment font un test de QI inférieur à 75. D'accord. C'est aussi des règles pour faire du sport à l'international, pour bien justifier qu'il y a une déficience intellectuelle. Et qu'on est en sport adapté, et pas en sport conventionnel. Qu'on est en sport adapté, et qu'après, ils font d'autres tests aussi, psychotechniques ou d'adaptation en pratique sportive, pour voir qu'en fait, la déficience a un impact dans la pratique sportive. Parce qu'on pourra avoir une déficience légère et finalement, il n'y a pas d'impact. Et en fait, du coup, il n'y aurait pas de légitimité à ouvrir des épreuves spécifiques, par exemple aux Jeux paralympiques. D'accord. Et alors, quels sont les autres types de handicap? Donc, oui. Alors, juste pour finir sur le handicap mental, donc c'est vrai qu'il y en a qui ont juste une déficience intellectuelle parce que avec un QI inférieur à 75. Et il y a aussi notamment la catégorie de Cléo dans laquelle elle pratique en compétition, les sportifs porteurs de la trisomie 21. Donc qui ont une déficience intellectuelle, et en plus il y a des caractéristiques physiologiques sur la trisomie 21. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi une classe spécifique dans la pratique sportive. De sport adapté. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure avec Cléo. Avec Cléo, ouais. Ensuite, la Fédération française du sport adapté, par exemple, elle va retrouver aussi les personnes atteintes de troubles psychiques. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver comme les psychoses, les névroses, les troubles de la personnalité, les troubles de l'humeur, les dépressions, les bipolarités. Ça peut être aussi des troubles de la conduite alimentaire, tout ce qui est anorexie, boulimie, les troubles envahissants du développement, l'autisme. Voilà. Et en fait, il y en a de plus en plus dans la société aujourd'hui. Parce qu'en de personnalité avec cette typologie de profil. C'est des facteurs qui se développent simplement parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs aujourd'hui endocriniens dans l'alimentation. Ouais. Il y a beaucoup d'ondes aussi qui perturbent le fonctionnement du cerveau. Et notamment, en fait, on ne sait pas trop évaluer les conséquences de tout ça chez les femmes enceintes. Mais en fait, force est de constater qu'aujourd'hui, le nombre de personnes souffrant de ces troubles-là est en augmentation dans la population. D'accord. Mais en même temps, on ne les éloigne pas pour autant de la pratique sportive. En fait. On peut les intégrer à ces pratiques sportives via le sport adapté. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a une autre slide ou pas? Oui, il y en a d'autres. Je ne connais pas d'avant. Et donc là, on arrive sur le handicap moteur. Donc effectivement, là, ce qui est visible. Là, j'ai fait un petit focus sur deux grandes déficiences, c'est la paraplégie et la tétraplégie, qui sont des paralysies plus ou moins complètes du coup des membres inférieurs. Ouais. Voilà. En fait, il y a une lésion de la moelle épinière. Je vous rappelle peut-être vos cours d'anatomie, de physiologie ou de SVT, mais c'est vrai que la moelle épinière, elle abrite, notre colonne vertébrale abrite et protège notre moelle épinière. Et la moelle épinière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diffuse l'information nerveuse, c'est-à-dire la contraction des muscles, par exemple, si on veut faire une action,
Souvent, ça se fait de manière inconsciente, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais aussi, elle diffuse, elle remonte des informations liées aux sensations de chaleur, de brûlure, de savoir situer notre corps dans l'espace, par exemple. Et en fait, dès qu'il y a une lésion, l'information ne circule plus, parce qu'en fait, c'est comme si on se coupe, vous voyez, on cicatrise. Donc là, il y a une cicatrice qui se fait, sauf que du coup, l'information nerveuse ne circule plus, ce qui fait qu'en fait, il y a une paralysie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mouvoir ses jambes, notamment, et on ne ressent pas non plus la sensibilité, par exemple, si on se blesse, Ça, c'est la paraplégie. C'est la paraplégie. Et la tétraplégie. Et la tétraplégie, parce qu'en fait, la paraplégie, elle va toucher la partie basse du corps, du tronc, et la tétraplégie, on va être beaucoup plus haut au niveau cervical, c'est quand il y a un traumatisme à ce niveau-là. Et là, par exemple, c'est l'atteinte des 4 membres. Les 4 membres, d'accord. Les 4 membres. Donc, soit par exemple, on appelle des tétralites, on va pouvoir bouger le haut des épaules, et on va pouvoir bouger un peu les paumes de main, mais ils ne vont pas avoir la motricité fine. Et on peut avoir des tétras un peu plus hauts, où là, ils ne peuvent même pas bouger les bras ni les mains. Ils vont juste pouvoir bouger la tête. Donc là, ça pose d'autres problématiques, puisque c'est des personnes qui vont être en fauteuil électrique, qui vont avoir besoin d'aide pour justement tout ce qui est fonction urinoire, avoir des sondages, des choses comme ça. Donc effectivement, ça change. Et en fait, là, il y a 2 axes en fait qui sont intéressants d'évoquer. L'une, c'est l'insertion dans le travail et par le biais du sport. Vous le disiez, par handicapez-nous, pardon, ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Handicapez-nous, c'est un outil vers l'insertion, vers le travail. Le sport est un outil d'insertion. Est-ce qu'on peut en parler de ça justement? Et puis d'avoir accès au sport, parce que ces sportifs-là ont des besoins particuliers. Oui, tout à fait. Alors là, sur ces handicaps-là, finalement, on est beaucoup sur des adaptations de l'environnement. Voilà, il faut une accessibilité des locaux, il faut une accessibilité dans les déplacements, c'est-à-dire soit des véhicules adaptés, des places de parking adaptées, parce que c'est des personnes, vous voyez, qui sont en fauteuil. C'est pour ça qu'en fait, finalement, les places de parking, elles sont un peu plus grandes et un peu plus larges. C'est parce qu'une personne va ouvrir sa porte. Si elle a un fauteuil manuel, faut qu'elle le sorte, il faut qu'elle mette les roues dessus, ça prend de la place, il faut qu'elle puisse circuler. Donc effectivement, si on a une place réduite comme les places classiques, c'est compliqué, quoi. Tout de suite, ça enlève de l'autonomie finalement. Et alors c'est vrai qu'après, dans les grandes villes, il y a les transports en commun qui sont de plus en plus adaptés. Il y a aussi des systèmes de déplacement à la demande, mais en milieu rural, comme ici à Redon, il y a un peu plus de problématiques puisqu'il n'y a pas toute cette offre-là. Mais effectivement, pour les handicaps moteurs, on est beaucoup sur des adaptations matérielles, sur l'accessibilité et l'autonomie au quotidien. Et donc c'est un outil d'autonomie et d'insertion dans le travail, et vous vous en servez justement pour montrer aux entreprises, aux managers, pour casser les clichés, les images d'Épinal qu'on peut avoir sur le handicap, et qu'on peut travailler en étant en souffrant d'un handicap physique. Oui, tout à fait. Oui. Comment ça se passe ça avec en gros, tous les postes sont plus ou moins accessibles, moi je dirais. Ça dépend de la nature de la déficience, ça dépend de l'adaptation aussi du rythme de travail. En fait, la particularité dans le handicap, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité, puisque il va y avoir des gens paraplégiques qui vont réussir à faire des choses hors normes, tandis que d'autres vont être moins handicapés, valides. Et voilà, c'est ça, ils n'arriveront pas. Ça dépend un peu, c'est la capacité, moi j'appelle ça de résilience, c'est-à-dire la capacité à se relever d'un événement traumatique. Et là, en fait, chaque personne est un peu différente vis-à-vis de ça, par rapport à son histoire personnelle, par rapport à ses motivations profondes. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner par rapport à la singularité de la personne et par rapport aussi au projet de l'entreprise, finalement. Et alors, en entreprise, vous faites quoi comme intervention? Vous mettez les managers, les dirigeants dans la condition de ce handicap? Oui, tout à fait. Qui peut ne pas forcément être que sur un fauteuil, je crois que vous le disiez aussi, on bande les yeux, oui, on fait du cécifoot. On peut faire du cécifoot, alors, on peut faire plein de choses. Exactement moi, je peux proposer différents ateliers, effectivement, pour parler du handicap de manière générale. Par exemple, autrefois, je suis allé dans l'entreprise Cargill. En fait, on a fait une journée sur la déficience visuelle afin de sensibiliser les salariés et les managers sur la déficience visuelle parce qu'ils avaient un collaborateur qui était malvoyant. Donc, par exemple, moi j'ai une intervenante qui est malvoyante, qui va venir témoigner, expliquer un peu sa pathologie, qui est une maladie évolutive, comment c'est arrivé dans sa vie, ce que ça a changé pour elle au quotidien, comment est-ce qu'elle s'est adaptée par rapport à ça, c'est-à-dire quel matériel elle utilise, comment elle se débrouille avec ses enfants.
Et après, du coup, on va leur mettre des masques opaques et puis on va leur expliquer comment on fait, par exemple, pour reconnaître des pièces de monnaie. Des choses toutes simples du quotidien, mais qui peuvent vraiment complexifier la vie si on n'a pas les bons outils. Quand on a la vue, on ne se pose pas la question. C'est ça. Comment on fait, par exemple, pour taper quand on veut retirer de l'argent sur un distributeur, pour reconnaître les touches sur le clavier, tout simplement. Et après, même sans connaître le braille, quoi. C'est ça, même sans connaître le braille. Parce que finalement, aujourd'hui, chez les déficients visuels, avant, effectivement, ils apprenaient le braille. Ils étaient dans des écoles spécialisées. Ça existe toujours, mais grâce au progrès technologique, aujourd'hui, tout le monde a des téléphones où voilà, il y a de la synthèse vocale. Ah oui. Sauf qu'il y a 20 ans, ces outils-là étaient beaucoup plus gros, coûtaient beaucoup plus cher. Maintenant, je veux dire, on a tous un smartphone et on a tous accès à ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qui facilitent leur vie au quotidien, mais du coup qui font que le braille n'est plus forcément utilisé par tous et pour tous. Alors qu'avant, c'était un peu une règle commune à tous les déficients visuels, il fallait apprendre le braille et puis voilà, il n'y avait pas le choix. Est-ce qu'on suit les autres slides que vous avez? Handicap sensoriel, on arrive, on en parlait du coup du handicap visuel. Là, la slide concerne la surdité, qui est aussi un handicap. On croise une personne comme ça, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Donc on va retrouver les sourds et les malentendants. Maintenant, chez les sourds aussi, il existe une langue particulière qui s'appelle la langue des signes française. Qui permet de communiquer. Donc c'est vraiment une langue comme une langue étrangère, qui, pour nous en tout cas, entendant, qui demande un apprentissage. C'est-à-dire que la langue des signes n'est pas universelle, là vous dire elle est française? Oui, elle est française, ouais. Parce qu'en fait, après, il y a des signes. C'est comme dans les autres langues, ils ont des mots spécifiques des fois, où ils ont des idées différentes pour dire une expression, une phrase, une action. Donc c'est pour ça qu'on appelle LSF. Et il y a même des particularités, comme chez nous, un peu les accents, en fonction des régions. Ah oui, d'accord. Eux, ils ont des mots qu'ils appellent différemment en fonction des régions. Ouais. Oui. Alors, on a tous des mots qu'on utilise dans certaines régions et pas dans d'autres. Donc, c'est ça. La chocolatine et le pain au chocolat, ça peut être un exemple. Et donc, chez les sourds aussi, avec les progrès de la médecine et des appareillages, maintenant, il y en a beaucoup qui sont appareillés, qui vont avoir des appareils. Donc, finalement, la langue des signes, qui était aussi un peu avant une institution, elle est en train de perdre un petit peu aussi de son aura. Et il y a un petit peu des clivages chez les sourds, justement, entre ceux qui sont appareillés et ceux qui ne le sont pas et qui pratiquent la langue des signes. Donc, mais bon, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça qu'avec Handicap et nous, moi, je propose aussi des cafés en LSF. Par exemple, les salariés viennent avec un intervenant qui est sourd. Et puis, voilà, il n'y a pas de parole. Café en langue des signes. En langue des signes, en langue des signes. L'idée, c'est de partager un petit moment et sans utiliser la parole. Et voilà, c'est une première immersion dans le monde du silence. Et dans ces immersions que vous proposez dans les entreprises, vous faites appel à des sportifs qui sont en handisport ou en sport adapté, comme Cléo, justement? Oui, tout à fait. J'ai des sportifs, mais après, comme j'ai beaucoup passé en lien avec le sport, je voulais aussi m'ouvrir à pas que du sport aussi. J'ai aussi un artiste qui peut témoigner, et il y a aussi Cléo qui peut intervenir sur le champ de la trisomie 21. Et ta capacité à comment est-ce que au-delà du sport finalement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais comment finalement les compétences que Cléo a développées dans le sport, ça lui a permis aujourd'hui de gagner en autonomie, de pouvoir prendre le train toute seule, de prendre l'avion, d'avoir une voiture, d'aller travailler. Travailler maintenant à mi-temps parce qu'elle est sportive de haut niveau, mais oui. Ça veut dire que le sport a été ou peut être pour certaines personnes un levier pour justement gagner en autonomie. On le voit avec des paraplégiques ou tétraplégiques après un accident. Oui, en fait, ça remet dans le circuit de l'autonomie. En fait. Ce que vous disiez en introduction, c'est un peu l'histoire des Jeux paralympiques. À l'époque, c'est un médecin anglais dans son centre de rééducation qui a dit moi, je veux utiliser le sport comme outil de rééducation, puisque en fait, ça leur permet de développer leur masse musculaire, de regagner confiance en eux, d'avoir plus d'autonomie dans leur vie quotidienne. Et en fait, dans le champ du sport adapté, on le voit bien aussi. Moi, j'ai géré pendant 5 ans le pôle France par athlétisme, avec des personnes déficientes intellectuelles qui avaient peut-être un peu d'estime d'elles-mêmes, qui n'avaient pas confiance du tout en elles, et qui, à force de venir en stage à Reims, de traverser la France en prenant le train, donc on les a accompagnés, bien sûr. Ça s'est fait avec un travail de proximité avec des éducateurs, mais aujourd'hui, elles arrivent à prendre le train, à changer de gare à Paris, et à venir à Reims toute seule, quoi. Donc en fait, elle gagne en compétences. Tout vient aussi grâce au sport. Merci Quentin.
Avant de passer la parole à Cléo, on va écouter Michel Béranger, qui est référent pôle handisport au Racing Club Nantais, un club qui compte 1800 licenciés avec un pôle d'athlétisme sur piste, un pôle hors stade, un pôle sport santé et un pôle handisport et sport adapté. C'est celui-là sur lequel on va s'arrêter qui nous intéresse. On le disait tout à l'heure, c'est une 50aine d'athlètes. Dans les deux activités, comment elles se découpent alors, la partie handi et la partie sport adapté? Racontez-nous. Alors, donc, nous émargeons donc sur les deux fédérations, donc quand on a parlé, donc Fédération française du sport adapté ou Fédération française handisport. Donc, en gros, nous avons une 50aine d'athlètes. Alors, dans les athlètes, on inclut aussi les guides pour les non-voyants ou les malvoyants, parce qu'on estime que c'est un sportif. Les guides sont licenciés, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Les guides sont licenciés, ils sont avec eux. Tout à fait. Ils s'entraînent avec eux, ils se déplacent avec eux dans les compétitions, etc. Et donc, nous avons à l'heure actuelle, d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, entre 15 et 17 athlètes en handisport, et entre 25 et 30, cette année c'est 27, en sport adapté. Alors, vous allez me dire, il y a une grosse différence. Tout simplement parce que malheureusement, on ne peut pas accueillir autant d'athlètes handisport que l'on souhaiterait, tout simplement parce qu'il faut du matériel. Oui, voilà, je voulais pas lui poser la question à Quentin parce que je savais qu'on allait aborder ça. Il faut du matériel qui est assez onéreux. Pour donner un exemple, un fauteuil de compétition, comme on a vu tout à l'heure sur un slide, à 3 roues, si on veut un bon fauteuil, il faut compter entre 10 et 12 000 euros. Donc, ce qui est pas à la portée de tout le monde. Ce fauteuil, il appartient à l'athlète, il appartient, je dirais, souvent, on les obtient via des sponsors, mais il appartient à l'athlète tout simplement parce qu'il est entièrement adapté à sa conformation, à sa morphologie. Et pour la découverte, on a quelques fauteuils qu'on peut éventuellement adapter. Mais pour la compétition, le fauteuil, il est unique adapté, en fait. Il est unique. Oui, alors on parle de fauteuil, mais ça peut être aussi pour des athlètes amputés. Ils courent ou ils sautent avec des lames, et ces lames, pareil, qui sont adaptées à l'endroit où il y a l'amputation, sont uniques. Voilà. Donc, ça ne s'échange pas. Ça ne s'échange pas. Donc c'est une des raisons pour lesquelles malheureusement on n'a pas les moyens d'accueillir. On a beaucoup de demandes. Là, j'ai encore eu une hier, une personne qui est malvoyante et qui souhaiterait faire de l'athlétisme parce que jusqu'à présent il faisait du foot. Mais bon, le fait de plus voir ou de bien moins voir, il s'est mis à courir. Il s'est dit, pourquoi pas faire de l'athlétisme. Donc, il va venir, c'est un de nos entraînements pour découvrir. Voilà. Donc, ça, c'est pour le handisport. Alors, dans le handisport, on a un petit peu l'ensemble des pathologies qu'a décrit Quentin. Donc, on a des athlètes paraplégiques qui sont en fauteuil. On a des athlètes malvoyants. Une athlète totalement non-voyante, donc qui est accompagnée par une guide, puisque c'est une jeune fille qui fait partie de notre club, mais qui court aussi en valide, et qui a souhaité s'investir et accompagner une athlète de manière bénévole. Et là, par exemple, ils partent vendredi au championnat de France handisport indoor à Saint-Brieuc, pas très loin d'ici, et elle l'accompagne. Voilà. Donc, pour le handisport, c'est surtout ce type de handicap que l'on a. On a aussi une personne qui est atteinte de surdité, dont il faut adapter, bien évidemment. Par exemple, pour le starter, elle n'entend pas le starter, donc il faut qu'il y ait un guide qui est derrière, qui lui tape sur l'épaule pour pouvoir démarrer et lancer. Voilà. Alors ensuite, en sport adapté, nous en avons un petit peu plus, parce que ça demande, je dirais, un peu moins de matériel, mais par contre, ça demande plus de bénévoles, plus d'encadrants, du fait des difficultés. Alors, il faut dire aussi qu'au Racing Club Nantais, lorsque la section a été mise en place, à l'époque, c'était Jean-Claude Pidou, que Quentin connaît bien, il y avait une dizaine d'athlètes, et puis uniquement en sport adapté, et après, sont venus se greffer les athlètes aussi en handisport. Donc, en sport adapté, nous avons principalement des athlètes atteints soit de problèmes psychiques,
soit de faiblesse du coefficient intellectuel. Mais nous avons également, alors là, on en a un peu moins aussi parce que ça demande un encadrement beaucoup plus rapproché, des athlètes autistes. Alors, au bout d'un certain nombre d'années, ils commencent à s'adapter et ils demandent un petit peu moins d'encadrement. Mais par contre, chez les tout petits, on a été obligé de limiter l'âge à 10 ans, parce qu'au-delà, en dessous, ça devenait dangereux même, parce qu'ils partaient dans tous les sens, on n'arrivait pas à les maîtriser, quoi. Vous m'aviez raconté d'ailleurs une petite anecdote sur un enfant autiste qui n'était pas capable de courir autour du stade en arrivant au club. Je trouvais que cette histoire était belle. Alors quand il est arrivé au club, il était impossible pour lui de courir sur le stade, parce qu'il y avait trop de bruit, trop de mouvement, parce que ce que je n'ai pas dit, mais qui est aussi pour nous très important, parce que notre club, je dirais, pour nous, c'est l'athlétisme à la portée de tous. Tous nos athlètes, qu'ils soient handisport, sport adapté, s'entraînent en même temps que les athlètes valides. Voilà, en mixité totale entre les. Voilà, bien évidemment, ils ont des emplacements qui sont réservés, mais ils s'entraînent avec l'ensemble des athlètes du club. Et donc cette personne-là, ce jeune-là, ça faisait trop de bruit, trop de mouvement. Il ne pouvait courir qu'autour du stade, à l'extérieur, derrière la barrière, et avec un casque, avec sa propre musique. Et petit, le casque est parti. Ensuite, il a pu courir à l'intérieur du stade et il a fini par pouvoir courir, faire un tour de stade dans le bon couloir. Ouais, dans le bon couloir. Mais ce que je vous raconte en 20 secondes, ça a mis 3 saisons. 3 ans quasiment. 3 ans. Et pour nous, ça fait partie aussi. C'est une victoire parce que même pour lui, au début, il ne parlait à personne. Il a passé sa crainte aussi. Voilà. Et à la fin, il discutait avec ses autres collègues athlètes. Et ça lui a permis d'avoir une vie sociale, en tout cas un lien social. Exactement. Il s'est ouvert grâce au sport. Exactement. Ça a créé du lien. Et vous disiez le problème de matériel, tout à l'heure on en parlait, il n'y a pas possibilité de faire des appels à des subventions, on fait. Pour la partie on fait. Alors, au niveau des subventions, on obtient quelques subventions de l'Agence nationale du sport, au travers de ce qu'on appelle des PSF, des plans qui sont fournis par les différentes fédérations. Et chaque année, chaque fédération donne des actions sur lesquelles on peut s'investir et sur lesquelles on peut être financé. Et donc nous, par exemple, une des actions que l'on a menées la saison passée et qu'on espère bien reproduire cette année, c'est de pouvoir, sur une soirée, mettre nos athlètes valides du club, entre guillemets, en situation de handicap, pour leur faire voir que faire du sport, quand on est atteint d'un handicap, quel que soit le handicap, on était des vrais sportifs. Et Cléo doit être bien sûr abondé dans ce sens. Et pour cela, chose très simple, à des sprinteurs qui ont l'habitude de faire un 100 mètres en 11 secondes, on les a mis dans un fauteuil à 3 roues et on leur a dit allez-y. Voilà. Et il n'y en a pas un seul qui est arrivé dans le même couloir que d'où il était parti. Certains ont traversé quasiment la piste en diagonale. Parce qu'ils ne savaient pas manier aussi. Parce qu'ils ne savaient pas manier le fauteuil. Et puis aussi, il y a une force physique dans les bras, un rythme à trouver, une synchronisation. Et c'est pas facile. Un autre exemple, moi j'ai ma fille qui est en sport adapté, qui court le 400 mètres. Et elle a été mise comme guide d'une coureuse de 400 mètres également, qui a des performances sportive, je dirais, bien supérieure à celle de ma fille, mais dès qu'on lui a mis un bandeau sur les yeux et qu'il a fallu qu'elle court avec un lien, elle a eu beaucoup de difficultés pour rester dans son couloir, bien qu'elle était guidée. Donc, alors qu'elle était valide et qu'elle n'avait aucun problème par ailleurs. On a fait une autre expérience assez rigolote, c'est qu'on les a fait sauter en saut en longueur avec un bandeau sur les yeux. Et notamment, il y a un de nos meilleurs athlètes au niveau du club en valide qui saute entre 6 et 7 mètres. Dès qu'il a eu un bandeau sur les yeux, il a sauté à 1,20 m.
Voilà. Donc, parce que on perd complètement ses repères, la notion de l'espace et tout. Et donc, et là, en sortant, alors on a fait faire aussi du lancer du poids assis sur un fauteuil où il ne faut pas soulever les fesses, il faut se tenir sur une main. Tout ça, c'est une technicité qui est assez complexe et qui est adaptée à chaque handicap. Et quand on n'a pas cette technicité, on se retrouve vraiment au ras des pâquerettes. Et à la fin performance. On avait noté leur temps, et quand ils ont vu les résultats, et ils se sont dit, vraiment les athlètes handisport, c'est vraiment des athlètes à temps complet. Et c'est des vrais athlètes. Et ça, on a trouvé que c'était vraiment... Et c'est une des actions, par exemple, qui a été financée par l'ARS. D'accord. Voilà. Et par l'ANS, pardon. Et donc, autrement, on essaie de trouver des sponsors dans certaines entreprises. Là, par exemple, cette année, on a 2 de nos bénévoles qui ont pris la licence pour être guides, qui travaillent dans une start-up et qui sont arrivés à obtenir... c'est pas des grosses sommes, mais ils sont arrivés à obtenir un financement. Et là, fin mars, on a une dizaine d'athlètes qui vont faire le semi-marathon de La Rochelle, financé par cette entreprise-là. Voilà. Et justement, on peut en parler des résultats, parce que vous avez plusieurs champions de France au sein du club. Oui, tout à fait. Alors, aussi bien en sport adapté qu'en handisport. Nous avons plusieurs champions de France, mais également un certain nombre de podiums. L'an dernier, au championnat de France en sport adapté, on a ramené 13 podiums. En handisport, vu qu'on a un petit peu moins d'athlètes, on a eu 5 podiums, sachant que sur le indoor, on ne peut pas faire concourir les fauteuils. Parce que bien évidemment, sur un anneau, et surtout que l'anneau il est incurvé, donc ça poserait quelques problèmes. Mais ceci étant, pour nous, on est très fiers des performances et des podiums, mais ce dont on est le plus fier finalement, c'est de voir comment ils s'épanouissent et comment ils sont heureux. Et on a certains athlètes qui viennent entre autres d'IME ou d'établissements et qui sont dans des familles plutôt défavorisées. Et ça leur permet aussi de sortir de leur milieu et de s'épanouir au travers du sport. Il y a une révélation par le sport et un épanouissement. Nous, je dirais c'est tout aussi important que... Alors bien évidemment, la médaille, ils sont ravis. Quand ils ont une médaille, ils la portent pas. C'est la cerise. Ils la portent toute la journée aussi, du coup. Mais pour nous, encadrants, le fait déjà de pouvoir les sortir de leur prostration pour certains, parce que quand ils arrivent, il y en a qui n'osent même pas aller dire bonjour à la personne qui est à côté. Et de les voir s'épanouir, pour nous, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Merci beaucoup, Michel. Des résultats et des exemples de victoire, on en a sous les yeux, on en a avec nous, avec Cléo, Renou. Tu vas pouvoir prendre le micro et on va peut-être te l'allumer, ou alors Quentin va le préparer. Tu es nageuse de haut niveau, membre de l'équipe de France de sport adapté. À 23 ans, tu signes ta 10e année en équipe de France de sport adapté, ce qui est déjà un très beau succès. Tu as déjà prouvé tes capacités dans les bassins en décrochant plusieurs fois des médailles d'or aux différents championnats. Nage papillon, 200 mètres cap nage, rien ne t'arrête. Hein, tu sais tout faire quand tu es dans la ligne d'eau. Quand est-ce que tu as commencé la natation, Cléo? Quand est-ce que c'est arrivé? Alors, j'ai commencé la natation à l'âge de 9 ans et c'est ma sœur qui m'a donné envie de faire de la natation. Elle en faisait, ta sœur? Oui, elle en faisait et j'ai voulu faire comme elle avec le même entraîneur et je me suis jamais arrêtée et c'est devenu ma passion. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, les premières fois que tu as nagé, tu t'es dit, là, je peux aller plus loin? Je peux nager dans la ligne? Qu'est-ce que tu as ressenti en nageant? Quand je nage, je pense que c'est que du bonheur. C'est que du bonheur? Et que je suis fière de moi. Et tes parents sont fiers de toi aussi? Et tout le monde est fier de moi. Qu'est-ce que tu aimes dans la natation? Dans la natation, ce que j'aime, c'est de participer, de gagner et puis de penser à des choses positives comme gagner des compétitions. Tu aimes gagner les compétitions? Ouais. Quand tu vas nager, c'est pour gagner la médaille? Voilà, c'est ça. Avec plusieurs entraînements, on peut quand même réussir à des compétitions. D'accord. Et à côté de ça, tu travailles dans un ESAT à Saint-Jacques au quotidien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je travaille, je fais beaucoup du conditionnement. De produits? Tu fais De du produits, ouais. conditionnement. Et combien de temps tu t'entraînes par semaine? Alors je m'entraîne 6 fois par semaine et je fais 1h30, 2 heures par jour. Par jour? Ouais. Là, aujourd'hui, tu es allé nager? Tout à l'heure, ouais. Matin? Ou tu vas aller nager? Non, tout à l'heure. Ce soir. Ouais. Comment tu fais entre la natation, le travail, tes loisirs et ta famille? Comment tu fais? Alors, je travaille le matin. Après, le midi, je mange chez mes parents. Après, je me repose. Et puis, en général, les entraînements, c'est plutôt en fin d'après-midi ou le soir, en général. D'accord. Et tu as le temps de tout faire? Ouais, moi, j'ai le temps de tout faire. Dans mes loisirs, c'est plus les week-ends ou pendant les vacances. Et tu te rends au travail en voiture, on disait tout à l'heure. Tu as eu ton permis? Alors oui, j'ai ma voiture. Et déjà, je ne connais pas trop le chemin pour aller au travail parce que je m'entraîne beaucoup en ce moment. Mais sinon, je fais du covoiturage avec quelqu'un qui m'emmène au travail tous les matins et tous les midis. D'accord. Et tu as des compétitions prévues bientôt? Alors oui, j'ai les championnats du monde en Turquie au mois de mars. Alors là, on parle de championnat, elle a la banane jusqu'aux oreilles, Ouais. ravie d'y participer. Comment ça se passe, une compétition, quand tu y es? Alors, au moment de la compétition, là en Turquie, comment ça va se passer? Il y a des entraînements le matin? Régulièrement, on a des stages au Pôle France à Vichy, où on s'entraîne 2 fois par semaine. Par jour, pardon. Oui, 2 fois par jour. 2 fois par jour, pardon. Et on fait des stages. Là, on va faire 1 mois de stage pour préparer tout ça. Puis après, on va justement directement aller en Turquie pour les championnats du monde. Tu as rencontré des amis quand tu vas nager? Oui. Tu t'es fait des copines, des copains? Je me suis fait des amis de chaque pays, exactement. De chaque pays? Ouais. Wow. Pas tout le monde, mais quelques-unes. C'est une de mes amies, il y en a une qui est estonienne. Grâce aux compétitions? Grâce aux compétitions, ouais. Il y a l'Angleterre aussi. Enfin, il y a vraiment une bonne ambiance et même l'Espagne. Donc les compétitions de natation t'ont ouvert à des nouvelles rencontres de gens partout dans le monde. Oui. Est-ce que tu prépares les Jeux paralympiques? Non. Non. Alors pourquoi? Est-ce que tu sais me dire pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour le sport adapté aux Paralympiques. Alors peut-être Quentin peut nous l'expliquer. Parce que moi j'ai des éléments de réponse, mais là il y a un vrai enjeu sur lequel il y a peut-être un message à faire passer. Ouais, effectivement, il y a un vrai sujet. Les Jeux paralympiques, effectivement, il y a une catégorie pour les déficients intellectuels. Par contre, c'est une seule catégorie. Ça veut dire que ça regroupe toutes les déficiences intellectuelles, l'autisme et les personnes trisomiques. Donc, effectivement, il n'y a pas une catégorie spécifique pour les personnes trisomiques. Mais du coup, comme ils ont des particularités physiologiques, ils ne sont pas du tout sur le même pied d'égalité d'un point de vue sportif, pour en tout cas pouvoir concourir à ce niveau de performance finalement. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas de place en fait au sein des Jeux paralympiques. Alors il va falloir se mobiliser pour faire reconnaître cette catégorie, ces disciplines, clairement. Oui, tout à fait. Je pense que déjà le fait d'en parler comme ça, sur des journées comme ça, d'expliquer aux gens, finalement c'est ça, parce que voilà, le domaine paralympique, c'est un peu un domaine aussi, le sport handicap réservé aux initiés. Il y a beaucoup de... les classifications, c'est quelque chose de très complexe à comprendre. C'est pas les mêmes en fonction des sports. Donc la différence entre une classification pour un handicap physique et un handicap mental, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est des vrais enjeux en tout cas pour le mouvement paralympique. Et je pense que ça va prendre du temps, mais je pense qu'on y arrivera. Je pense que ça va prendre encore une dizaine d'années. Ouais. Mais le fait d'en parler comme ça, de ramener ça, vu que là en plus on aura les Jeux en France. C'est bien d'en parler. Ouais. Justement, Cléo, tu aurais bien aimé participer aux Jeux paralympiques en France, en plus. J'aimerais bien que c'est mon rêve de base. Alors, Mais tu vas réaliser un peu de ton rêve quand même. Dis-nous. Oui, je suis officielle de porter la flamme olympique au mois de juin. Au mois de juin, dans le Morbihan? Dans le Morbihan. Donc, est-ce que tu sais quand tu vas la porter, où tu vas la porter, la flamme olympique? Pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Ce sera au mois d'avril que tu vas le savoir, je crois. C'est ce que m'a dit ta maman. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, tu vas représenter Redon, représenter la natation
Oui, exactement. Je vais représenter le sport adapté, oui, en effet. T'es contente? Je suis je suis très heureuse. On est content pour toi. Ouais, moi je voudrais rajouter un truc, c'est que ce qui me paraît très important, c'est qu'il va y avoir plusieurs athlètes handisport ou sport adapté qui vont porter la flamme, et toi tu vas représenter Redon. Ben, ma fille, elle va courir, elle va porter la flamme à Vertou, dans le Nantes, voilà, sur 200 mètres. Et donc. Félicitations à elle aussi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très important parce que ça permet aussi de montrer aux gens que ces sportifs-là ont leur place dans le mouvement olympique. Et même si, comme disait Quentin, pour l'instant, le sport adapté n'est pas représenté au niveau paralympique comme il devrait l'être, parce qu'il y a très peu d'épreuves. Par exemple, en athlétisme, il n'y a que le 800 mètres. Le 800 mètres, la longueur, le poids et le 400 mètres. Ouais, il y a 4 épreuves en athlétisme sur 300 épreuves. Voilà. Ah oui, donc, sur 300 épreuves possibles. Hommes et femmes, ça en fait 8 épreuves. C'est-à-dire qu'en athlétisme, il y a 300 épreuves. 350 et en fait, il n'y en a que 4 sélectionnés pour les pour Jeux. les hommes et 4 pour les femmes. Ah oui. Donc c'est vraiment minime. Et dans d'autres sports, c'est pareil. C'est principalement des athlètes handisport qui peuvent participer, mais il faut espérer que ça va évoluer. Ouais. Mais déjà, le fait qu'on reconnaisse les athlètes de sport adapté au niveau de porter la flamme, c'est important. Et puis là, on est en France, donc il y a un double enjeu pour faire évoluer. Enfin, on est en France, on est chez nous, c'est ça que je veux dire. Hein. Les Jeux se passent chez nous, donc il y a une sensibilisation encore plus importante que d'habitude. Tout à fait. Cléo, est-ce que tu as des projets sportifs? Alors, tu viens de dire, c'est le championnat en Turquie? Oui, le championnat du monde en Turquie. C'est quand? Au mois de mars. Au mois de mars. Je pars en phase la semaine prochaine pendant un mois, et puis après... On a de la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui, alors, parce qu'à une semaine près, tu n'étais pas là. Non. Et après ce championnat, est-ce que tu as déjà d'autres projets? Déjà, pour l'instant, il n'y a que les championnats du monde. Après, il y aura la flamme à porter. Il y aura la flamme olympique. Après, tu vas suivre les Jeux olympiques à la télévision ou dans les villages. Tu vas y aller aussi? Tu vas aller dans les villages? Oui, je pense qu'on va regarder un peu ce qui se passe un petit peu. Et les deux Jeux, peut-être, les Jeux olympiques et les paralympiques qui sont fin août? Ouais, on va tous regarder. Et est-ce que tu as d'autres projets professionnels alors dans ton métier? Tu as d'autres projets aussi? Alors, oui. Oh là là, le sourire tout de suite. Alors oui. Je suis en train de construire ma propre maison. Oh, ta maison? Ouais. Où ça? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Tu as envie de construire ta maison? On est en train de la faire là en ce moment. D'accord. On réfléchit au projet. Oui, on réfléchit au projet. Elle n'est pas encore... Tu n'as pas monté les murs? Non, pas encore. Non, parce que tu ne sais pas encore où. Ouais. Et ça, ce sera ta maison rien que pour toi? Oui, pour me rendre autonome justement. J'ai ma voiture, j'aurai mon travail et ma maison. Sur le pays de Redon? Oh oui, sans doute, tu serais chez tes parents, pas très loin. Oui. Si tu vas dans les îles, en tout cas, tu pourras nous inviter. Il sait se placer, c'est ça? Quentin, il sait se placer. Non, mais on s'entend bien. Alors, j'allais te poser, tu vois, une dernière question, tes projets dans la vie, mais là, tu viens de nous le dire, entre ta maison, le travail et puis les championnats, tu as une vie très bien remplie. Oh oui. J'ai plein d'interventions aussi à faire dans des écoles. Ouais, pour présenter ton activité. Pour représenter mon parcours et pour parler de mon parcours. 10 ans de natation en équipe de France quand même. Ouais. C'est fantastique. Ouais. T'es fière? Je suis tout le temps fière. Et Quentin? Fier de Cléo aussi? Fier du tout. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être un truc aussi, Cléo, dont tu pourrais parler. Parce que tu parles de tes interventions, mais c'est vrai qu'au sport adapté, un des projets de la fédération, c'est que c'est une fédération sportive, donc qui propose du sport à ses adhérents, à ses licenciés, mais là aussi qui veut les rendre acteurs finalement, ne pas être que dans un rôle de sportif, mais peut-être être dans un rôle de bénévole, d'accompagnateur, d'éducateur et peut-être même de dirigeant. Et là, Cléo, tu peux peut-être nous parler un peu de ce qu'a fait la Ligue de Bretagne de sport adapté sur les ambassadeurs? Oui. Toi, tu es une ambassadrice. Je suis ambassadrice du sport adapté, ouais. Je représente le sport adapté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais en étant ambassadrice? C'est le fait d'aller dans les écoles? En fait, ambassadrice, c'est pour parler dans des écoles de notre parcours, justement. Et notre rôle, c'est d'en parler aux enfants ou dans des lycées
ou dans des collèges, justement. Et c'est ça, d'être ambassadeur, c'est de parler devant tout le monde de notre parcours. Tu as l'habitude aussi de parler devant tout le monde. Ouais, là, j'ai une dizaine au mois d'avril. J'ai une semaine où j'aurai que des interventions. Dans les écoles. Dans les écoles, et là, c'est dans quelle ville? Il y en a plein. Je sais pas. Partout en France? Ouais, en Bretagne. C'est surtout dans le pays de Redon. Ouais, plutôt dans le pays de Redon. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais effectivement, du coup, il y a un vrai accompagnement de la fédération sur comment est-ce qu'on fait une intervention dans une école. Et puis, pour certains, il y a des formations vraiment pour leur apprendre à être juge, par exemple, de natation, d'athlétisme. Donc ça, tu vas faire ça, d'être initiateur. Après, ça dépend du projet de chacun, mais je sais pas si oui. toi tu veux Tu aimerais bien être juge aussi pour le sport adapté? Oui, j'y le suis déjà, en fait. Tu l'es déjà? Ouais. Juge d'autres officielle, nageurs, en fait. Ouais, je suis même officielle. Ce week-end, il y avait une compétition pour le sport adapté à Saint-Brévin-des-Pins, où j'étais officielle, justement. Et c'est toi qui as jugé les autres? C'est moi qui ai jugé les autres. Oui, parce que maintenant, tu es une vieille nageuse, en fait. Je ne suis pas si vieille que ça. Par rapport aux jeunes nageurs qui arrivent, en fait. Tu vas juger les jeunes nageurs. Ouais. En fait, si tu as 10 ans d'équipe de France, oui, quand même. Bon, super. Merci à tous les trois. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là avant qu'on propose le micro à l'Assemblée? Est-ce que vous avez des questions, des témoignages, des interventions? Profitez-en. Vous n'avez pas un beau parterre comme ça tous les jours? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le sport adapté, sur le handisport, sur... N'ayez pas peur. Et voilà, n'ayez pas peur. C'est Cléo qui vous dit ça. Ah, j'ai une question là. Et puis j'en aurai une autre après tout à l'heure. C'est Damien? Non, c'est pas Damien, parce que ce matin on avait Damien et je crois que c'était le même. Quelqu'un t'amène le micro, ouais. Tu peux nous dire ton prénom, ton lycée? Et puis, alors je m'appelle Paolo, je suis au lycée Saint-Sauveur. Et du coup, la question, ça concernait, est-ce qu'il y a des centres de formation, par exemple, je pense par exemple à des jeunes bénévolement qui veulent aider dans les handisports ou dans les sports même, de façon générale pour les handicapants, en fait. Est-ce qu'il y a des centres de formation pour être bénévole en fait, dans le handisport? Alors on peut commencer de plusieurs manières. Moi je trouve qu'une manière assez concrète en tout cas et pragmatique de commencer, c'est d'aller dans un club ou d'aller dans ton club de sport par exemple. Et je prends l'exemple du Racing Club Nantais là, qui voilà, ils l'ont dit, eux c'était un club ouvert à tous, un club familial, je ne sais pas combien il y avait de licenciés, peut-être 300 à l'époque. Et puis du coup, ils ont ouvert une section, ils ont créé une section sport adapté. Donc au départ ils étaient 5-6, puis 10, puis 15, maintenant ils sont 30. Et après, il y a eu de la demande, et puis maintenant, une section handisport. Mais effectivement, il faut des gens, des personnes pour encadrer ce monde-là. Ils l'ont dit, notamment Michel l'a dit, avec les personnes autistes, des fois, c'est du 1 pour 1. Donc, des fois, ils sont obligés de dire non parce qu'ils n'ont plus assez de personnes. Donc, je pense qu'en fait, vous, si ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez vous rapprocher de votre club en disant, moi, je souhaite donner un coup de main, déjà bénévolement, auprès de ce public-là. Et après, vous pouvez vous former. Il y a des formations fédérales, déjà, qui sont assez courtes, qui peuvent durer 2-3 jours, mais qui vont vous donner des petites notions pour bien connaître le public et comment vous comporter en tant qu'éducateur sportif. Et ça, déjà, ça vous donne des premières qualifications. Même si c'est fédéral, ça ne va pas vous ouvrir le droit à une carte professionnelle, mais en tout cas, c'est des premières expériences, c'est des premières lignes sur votre CV. Ça montre que vous êtes investi, que vous vous intéressez à quelque chose. Et après, si vous voulez rentrer dans une formation qualifiante au métier du sport, par exemple, déjà, vous avez un CV qui est déjà un peu plus gonflé, un peu plus fourni. On voit que vous avez un projet derrière qui est concret. Et du coup, moi, je trouve que c'est une super expérience, en tout cas. Ça ne peut être que positif sur un CV, clairement. Il y avait une deuxième question par ici. J'ai vu se lever. Là. Tu nous dis ton prénom et où tu es. Je m'appelle Victor et j'avais une question pour Cléo. C'est quoi la plus grosse la plus grosse compétition que vous avez faite dans votre carrière? Quelle est la plus grande compétition que tu as faite? La plus grande compétition, c'était en Australie, pour les Global Games. Et c'était quoi exactement C'était pas un championnat du monde, les Global Games? Si, c'est du monde, c'est mondial. Ouais. C'est le championnat du monde, en fait, mais multisport.
En fait, pour la petite histoire, le sport adapté et les sportifs du sport adapté ont été exclus des Jeux paralympiques pendant 15 ans, 16 ans. Et en fait, du coup, la Fédé internationale a créé les Global Games qui ont lieu chaque année, un an avant les Jeux olympiques et paralympiques. Donc là, c'était en 2023, l'année dernière, à Vichy. En juin, en Australie. Ouais. En Australie, puis cette année, c'était à Vichy pour les Global Games. C'était en 2019 en Australie, donc c'est ça ton plus grand Non, en souvenir. 2023. En 2019, c'était en Australie, et en déjà 2023, du coup, 4 ans après, c'était à Vichy. D'accord. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est la plus grosse manifestation pour les sportifs déficients intellectuels, parce que du coup, c'est leurs Jeux olympiques. Donc c'est ça. C'est vos Jeux olympiques. Son plus gros souvenir. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question pour Cléo, pour Michel ou pour Quentin? Écoutez, super. On est ravis d'avoir passé ce temps. Ah, mais il y a encore une main qui se lève. Mais bien sûr, il faut. C'est encore une question pour Cléo. Vous avez fini combienième après à la compétition? C'était quoi tu es fini sur le podium quand tu étais en Australie? Ou c'était au mois de juin? Non, c'était quand? Mois de juin. On peut dire. Je me rappelle, c'est que j'ai une médaille d'or au sommet de papillon en Australie. Et j'ai rebattu mon record au sommet de papillon à Vichy au mois de juin. Super. J'ai fait même, à Vichy, j'ai fait même des records du monde. Des records du monde, oui. En plus. Félicitations. Quelle fierté. Écoutez, merci pour tout.